Eh bien, on retrouve donc nos deux héros mythologiques, Cassandre et Hippolyte, après les événements qu'elles ont vécus lors de leur précédente enquête. Et tout ce pan de mystère qui leur a été dévoilé sur le monde mythologique, que ce soit les géants, avec leur rendez-vous au restaurant avec Alcyone et Equina, la mère des monstres, mais aussi les organisations humaines secrètes, on va dire. Donc, ce fameux ordre de Saint-Michel qui a fait une interruption fracassante, si on peut dire, dans l'appartement de Anton Dégu à coups de rafales d'armes automatiques sur Tarpi. Mais aussi avec la brigade Nyx, donc une brigade spéciale du 6e commissariat de Manhattan, qui visiblement est chargée d'enquêter sur les faits revenant sur les créatures mythologiques. Donc, vous avez été un peu interrogé par la capitaine Elsa Abnett, et de mémoire, il me semble que vous lui avez quand même un peu balancé un peu toute la vérité sur votre nature. En effet, je lui avais déjà fait une démonstration de mes pouvoirs, lui montrant qu'il y avait effectivement des forces surnaturelles qu'elle ne pouvait pas forcément imaginer. Par contre, on lui avait bien fait comprendre que on ne pourra pas tout lui partager, et ne serait-ce que pour sa propre protection, parce que ça reste juste des humains normaux avec certes des flingues, mais contre certaines créatures, ça leur sera pas bien utile. Donc, on a forgé une espèce d'alliance avec eux, notamment au niveau des informations. Mais on a bien fait comprendre qu'on ne pourra pas tout partager avec eux. Ouais, de mémoire, on avait été plutôt évasif sur nous-mêmes, tout en reconnaissant qu'on n'était pas normaux. Mais on avait été assez transparent sur le fait que voilà, il existait en fait une espèce de monde parallèle, finalement, mythologique. De mémoire, hein, c'est bien ça. Oh oui, excusez-moi. Sachant qu'avec il y avait Jason Campbell, donc la réincarnation de Jason, des Argonautes, et Taylor, donc notre réincarnation de Ulysse, qui est lui aussi donc inspecteur de police dans notre commissariat. Il avait provoqué un quiproquo au niveau professionnel pour lui. En tout cas, après être ressorti du commissariat... de mémoire, il avait eu une promotion, non? Ouais, évidemment, elle a amené Elsa Abnett, voyant que vous êtes quand même assez dans le milieu, que vous avez des connaissances qu'elle n'a pas, à proposer quelque chose à Taylor. Après, il faut que ça réussisse au niveau administratif, mais pourquoi pas, justement, je vais y revenir tout à l'heure sur ça. Mais néanmoins, pour le moment, après être sorti, là, vous êtes un peu retourné à votre vie de tous les jours, profitant peut-être un peu de répit. Et quand même, tous ces événements et ces rencontres rocambolesques. Moi, justement, je vois notamment avec Cassandra, je pense qu'il faut quand même qu'on soit d'accord sur la ligne qu'on tient vis-à-vis de Nyx, enfin de la brigade Nyx. Moi, je suis partant pour être assez transparent avec eux sur... Pardon. Pas de souci. Excusez-moi, j'ai coupé. Vas-y. D'être assez transparent avec eux sur ce qui se passe, mais à condition que eux fassent aussi preuve de sang-froid et qu'ils se jettent pas sous prétexte que c'est eux les forces de l'ordre, qu'ils n'aillent pas non plus à la boucherie avec juste un gilet pare-balles et des flingues. Je te rappelle qu'on est à New York. Ils font pas le pas, quoi. Ça reste des fonctionnaires que s'ils peuvent préférer bouffer des donuts que d'aller affronter le crime, ça ne les dérangerait pas. Hein. Oh, le vilain. Ouais, non, les membres de la brigade, je dis pas, mais je pense à la capitaine. Mais en effet, elle m'a l'air un peu enthousiaste. Je suis partant pour garder cette espèce de transparence. Typiquement, quand on avait terminé le travail chez la Lamy et qu'on ne savait pas vraiment quoi faire, la Nyx sera notre genre de contact privilégié pour
nettoyer derrière nous les situations qu'on ne peut pas gérer. Pour l'instant, tant qu'on n'en sait pas plus Ah, dans l'absolu moi, et sur le sujet lui-même, je propose que l'oracle, on n'en parle pas trop. Oui, ce que Exactement, oui. justement, j'allais en venir à l'oracle, parce que j'avais 2 questions pour vous concernant vos probables liens avec la Nyx. Donc, est-ce que vous en parlez avec l'oracle? Est-ce que vous la mettez au courant de cela, de cette brigade spéciale? Et est-ce que vous faites un peu une réunion d'équipe, parce qu'on va dire que vous formez une sorte d'équipe de héros réincarnés, avec les autres pour avoir un peu les points de vue des uns et des autres? Je vous rappelle, dans votre petite bande, il y en a qui sont du bon côté de la loi, il y en a surtout 2 que, bon, voilà, quoi. Oui, ça après... Moi, je propose que si on parle pas de l'oracle à la Nyx, on parle pas de la Nyx à l'oracle. Et... Techniquement, on a déjà fait comprendre à la Nyx qu'on avait des informations, mais qu'on n'allait pas dévoiler la source. Ouais. Pour la protéger et pour aussi éviter qu'il arrive quoi que ce soit. Je propose que tant qu'on n'en sait pas plus sur les motivations de l'oracle et sur sa nature, on garde aussi un esprit critique et prudent. Je suis d'accord. Après, connaissant les compétences étranges de l'oracle, c'est possible qu'il soit déjà au courant. Et parce qu'en effet, du coup, rien que l'oracle en elle-même rajoute une société secrète supplémentaire dans tout ce patchwork derrière le rideau. Elle aussi, il faut la prendre en compte. Et après, moi je suis partant pour qu'on ait une espèce de réunion d'équipe pour en parler. Et du coup, on se demandait, par rapport à votre petite communauté de héros, comment ils seraient un peu intéressés par le fait de savoir que la brigade Nyx s'intéresse à vous. Je pense que, vous direz ce que vous en pensez, mais forcément, celui-là qui va être le plus intéressé par la chose, c'est Ulysse. Bah, même les autres, c'est une information de toute façon intéressante. C'est vrai qu'il serait plus... Quelque part, je pense qu'en coopérant, on les a aussi... tenus un peu à l'écart de nous. C'est-à-dire que comme on coopère, il y a moins de raisons de nous suivre comme si on était des suspects. Donc peut-être qu'ils s'intéressent quand même à nous. Il y en a qu'il faudra sûrement... Donc, en tout cas, dans ceux qui sont plus partants pour collaborer avec la Nyx, bon, forcément, Ulysse, en tant qu'inspecteur de police, pour lui, c'est même limite un rebond professionnel. Oui, il sera plus amène de concilier vie professionnelle et sa vie héroïque en travaillant sur cette brigade. Je pense que Héraclès aussi sera à même de vouloir collaborer avec la Nyx en tant que sapeur-pompier. Et pas déconnant, si jamais il doit intervenir sur un incendie qui est lié à une créature mythologique, d'être déjà avoir des contacts avec la Nyx, ça peut faciliter votre travail aussi. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est cohérent avec ce qu'on sait d'Héraclès. Dans ceux qui vont voir ça de mauvais œil, du moins, un œil suspicieux, moi j'en vois 2, voire même 3. J'en vois surtout un. Mais... Je dirais Persée. En tant que cambrioleur, forcément, travailler avec la police, bon, ça va lui donner de l'urticaire. Je ne sais pas, parce que je me dis que c'est, a priori, c'est quand même de ceux qui ont des activités marginales ou illégales, c'est celui qui se cache le plus. Ça, c'est pas... justement, il n'a peut-être pas forcément envie de... Et donc, oui, mais donc voilà, il peut avoir... tu vois, il a son activité... Et par ailleurs, il discute avec la police, ce qui peut éventuellement lui permettre en plus d'avoir des... Après, c'est sûr que connaissant Persée, qui est plus d'origine à être malin et filou, qui peut essayer de négocier des fois des remis auprès de la Nyx, vous fermez les yeux sur certains trucs que j'ai pu commettre. Voilà. Alors, je vous donne des infos sur certaines créatures, vous fermez les yeux sur le petit vol de statue que j'ai fait la semaine dernière. Moi, celui qui a le plus ce type de caractère, pour moi, c'était Jason. Jason. Genre, oui, bon, ok, je suis un motard. Bon, ok,
Mais Bah, j'ai des infos, vous avez besoin de moi, donc vous me faites pas chier, quoi. Alors, c'est vrai que Jason, bon, il est dans un club de bikers. Hein. Ils font pas non plus d'un trop trafic d'armes, trafic de drogue. Mais bon, vous savez que son club de motards, ça reste un peu un club de loupards. Ouais. Mais ouais, je le vois bien un peu dans une posture de toute façon, si la Nix décide de mettre un terme à son activité en l'emprisonnant ou en le mettant à pied ou bref, en le mettant sous surveillance, bah, le truc c'est qu'il sera plus là pour contrôler ses motards. Et c'est un peu lui qui les tire en laisse, enfin qui les tire. Peut-être qu'ils pas font pas forcément en de... laisse, mais qui les discipline. Peut-être qu'ils font pas de trucs trop graves, justement parce qu'il y a Jason. Après, voilà, c'est dans la nature de dire fuck le système. Oui, mais du coup, ouais, je le verrais bien être en mode. Ça l'enchante pas forcément de bosser directement avec la Nix. Avoir ce système d'information lui sera peut-être bénéfique et il n'y voit pas forcément d'inconvénient tant qu'il a la garantie qu'on laisse son gang tranquille. En fait. Alors, il y en a une autre qui risque alors pas de poser problème, mais plutôt de casser des dents, c'est peut-être Atalante, vu qu'elle est éco-activiste un peu trop militante. Elle a déjà été sûrement un petit casier judiciaire pour avoir balancé de la peinture sur des œuvres d'art et ce genre de choses écolo. Oh, ben, vous doutez que forcément, dès que vous dites police, brigade, bon, ça m'a fait grincer des dents. Il est un peu anarchiste aussi sur les bords. Bah écoute, elle est gentille, mais on prend les cartes qui nous sont données. Hein. On n'est pas encore distributeur de jeux. Je pense que celle la plus neutre qui dira pas non forcément à un coup de main, mais bon, qui s'en fout un petit peu, ça serait Circe, notre Grace, qui elle, même en tant que personnage de mythologie. Bon, Grace, je pense que tant que je trouve que c'est la plus belle fille du monde, elle sera contente. Le reste, ça s'en fout, quoi. Néanmoins, pour reprendre un peu la partie nuit, parce que dans les semaines qui viennent, Ulysse, donc Taylor, va avoir plusieurs rendez-vous avec Abnett pour parler de ce sujet-là. Et ce qu'il en ressortira, c'est que Ulysse vous fera une proposition en plus. C'est qu'il va accepter de rejoindre la Nix. Ça lui fait une promotion, mais aussi au moins ça lui permet d'avoir un œil de regard sur ce que fait la Nix, justement. Ouais, comme il dit, connaître son ennemi en étant le proche de lui, au cas où si jamais la Nix doit vous cacher des infos, au moins lui, il va les rejoindre. Il peut peut-être avoir des infos. La Nix voudrait cacher. Et ils ont peut-être convenu avec Abnett d'une sorte de, pour vous autres, de partenariat, plutôt de consulting. Dans toute bonne série américaine de policiers, et notamment, je pense que celle qui sera le plus intéressée sera Cassandra. En mode consulting, voilà, on a toujours besoin d'une mentaliste ou d'une médium pour certaines enquêtes. Moi, après, du point de vue d'Hippolyte, ça n'enchante pas forcément, mais après, c'est une pragmatique, quoi. Donc, il vaut mieux que la Nix soit avec nous que contre nous. De toute façon, ils sont là. Donc, elle va plutôt les aider, tu vois. De manière les seules choses qu'elle voudrait pas, c'est se retrouver en situation où finalement, elle serait responsable de la vie des flics parce qu'ils ont été exposés de manière inutile. En fait, ce qu'il vous propose, c'est que de manière, on va dire, officielle, c'est que Ulysse va intégrer officiellement la Nix. On rappelle que c'est en plus une brigade qui est encore sous couvert au niveau de l'administration new-yorkaise. On parle très peu. Donc même ça, c'est un peu sur le sujet, c'est garder secret au niveau de l'administration de la ville. Et en tout cas, Ulysse va les rejoindre. Et pour vous faire intervenir auprès d'eux de manière officielle, ils joueront la carte de vous embaucher comme consultant sur des affaires. Bien sûr, avec toujours comme agent de liaison Ulysse. Voilà, celui-là qui sera chargé de gérer les étranges consultants pourraient être amenés à interagir avec la brigade. Bah, moi, après, un des trucs qui pour Hippolyte est positif dans le fait de collaborer avec la Nix,
c'est que c'est une capitaine qui les dirige. Et donc, elle va aider... elle va aider une femme à faire son trou dans ce monde d'hommes. Bon, Grey se dira, eh bien, si on fait consultant, par contre, on est payé, j'espère. Forcément. Comment tu le vois, toi, Cassandra? Le fait d'être peut-être amené comme consultante Et ben, en l'occurrence, comme j'ai toujours été très curieuse des différents profils qui viennent au cabinet, mais sachant que c'est sporadique, hein, il n'y a pas toujours une activité full, il n'y a pas toujours les clients qui viennent à la porte. En soi, je le prends comme une option qui ne me coûte pas grand-chose, puisque dans tous les cas, je serais probablement parti fouiner dans leurs affaires à un moment donné ou à un autre. Donc autant que ce soit dans les règles. Et puis, c'est aussi un peu gratifiant de voir du coup que, au lieu d'être rebuté par mon pouvoir comme ont pu l'être mes anciens camarades quand ils ont vu comment je réagissais à la mort de mes parents, c'est un peu un vent de fraîcheur de voir des personnes autres que les réincarnés accepter aussi facilement la nouveauté de mon pouvoir. Qu'est-ce que... je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à la Nyx. T'en pensez? Oui. J'aimerais aborder une autre faction que vous avez pu côtoyer et voir penser un peu à créer des liens. Je dis, on va vous mettre sur la scène. Dès que ça charge. Je sais pas si vous y êtes déjà où sur la scène, moi ça met du temps. Oui, Non. au resto. Ouais. Je voulais. Ça va être la scène du resto. C'est masqué. Non, Ouais, vous y êtes déjà allé. J'y ai déjà allé, mais normalement vous devez avoir la vision. Moi j'ai bien la vision en tout cas. Ouais, vous avez la vision, c'est l'heure d'avenir. Oui, je l'ai aussi, c'est juste que j'avais les PNJ dessus. Ah oui, ok. Masqué. Car du coup, il y a aussi la faction des géants. Alors, vous avez quand même appris pas mal de choses sur eux de la part de Alcyone. Il vous a révélé que vous avez lâché quelques noms d'autres géants. Et vous avez pu comprendre qu'il y a une sorte de guéguerre de famille au sein même des géants. Donc je vous fais un récap. Donc on a Alcyone, qui est incarné dans Yuri Andreov, qui est le big boss de la mafia russe, qui a déjà mis à genoux les Italiens et j'ai un trou. Ouais, les Irlandais, les Italiens, et ils sont encore en guerre avec les Chinois. Ouais. Les Chinois qui l'ont fait encore partie à Romine. Et il y a lui qui est... il vous a appris, donc, notamment, une des informations les plus capitales, c'est que les dieux ont vraisemblablement disparu. Votre réveil. Donc, pour sa part, lui, il compte bien profiter du fait que les dieux ne sont pas là pour étendre son pouvoir au sein de la ville. Faire sa petite mafia tranquille. Mais vous avez appris qu'il y avait d'autres géants, dont Erymédon, qui était le leader des géants pendant la gigantomachie, qui lui ne rêve que de se venger des dieux, qui fera tout son possible pour essayer de retrouver la piste des dieux. Et forcément de leur faire la fête, ainsi qu'aux héros dépendent de ces femmes. Et il peut voir donc deux sous-factions au sein de ces géants. Et il me semble qu'à demi-mot, où est-ce qu'à demi-mot, Alcyone vous avez dit que si vous pouviez faire en sorte qu'Erymédon soit dégagé de l'échiquier, ça ne porterait pas plus mal. Ah oui, non, c'était pas à demi-mot du tout. Ouais. À demi-menace, peut-être. Non, moi, mon attitude, par rapport aux géants, mon attitude, elle est quand même empreinte de beaucoup de prudence.
Je vais considérer qu'un comportement, même délinquant, c'est un comportement finalement d'intégration dans la société humaine. Même si c'est sur ses franges les plus marginales et les plus violentes. Clairement, moi, après, au sein de la faction des géants, et globalement au sein de la faction des monstres, moi, ma ligne de partage, c'est est-ce qu'ils s'en prennent aux humains ou pas? Ils s'en prennent aux humains, je leur fais leur fête. Et Ils s'en prennent pas aux humains ou pas trop. J'essaie de leur donner leur chance de s'intégrer, quoi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire un autre tour d'horizon des autres héros qui vous accompagnent pour voir un peu leur point de vue. À vous de me dire un peu ce que vous pensez pour eux par rapport aux géants et aux monstres. Par Atalante, que pensez-vous qu'elle aurait comme opinion vis-à-vis de ces deux factions? Moi, je pense qu'elle trouve qu'ils ont été injustement opprimés et qu'il faut les laisser libres de faire ce qu'ils veulent. Ouais, je la verrais bien être un peu défiante envers les dieux, pas forcément accepter tel quel l'emprisonnement qu'ont subi les géants dans le Tartare. Après, clairement, elle va pas cautionner le cannibalisme, ou plutôt l'anthropophagie de ces. Moi, je pense que petits c'est elle géants. qui ira le plus. Enfin, je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'elle l'accepte au final, mais je pense que c'est celle qui ira le plus loin dans le respect de la niche écologique, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, oui. Elle sera probablement en mode, les géants font partie de l'écosystème, ouais. C'était pour se nourrir, tu vois. Ouais, je vois bien. Ouais, enfin, en même temps, il en bouffe 3 par jour. Hein, c'est sûr. Donc oui, je pense qu'elle aurait un peu cette posture-là de tant Mais bon, au que final, voilà, je pense ils ont leur place, en fait, dans l'ordre des choses, tant qu'ils ne le perturbent pas, comme le fait Eurymédon, par exemple. C'est-à-dire qu'elle serait probablement assez tolérante avec Alcyone, mais prête à neutraliser Eurymédon si nécessaire. Notre Persée, que penserait-il de... Bon, à mon avis, ils s'en bat les couilles, mais complet. Ouais, en fait, je sais qu'il va probablement essayer d'éviter les géants à tout prix, parce qu'il sait quand quelqu'un est plus fort que lui. Il sait qu'il est pire, quoi. Physiquement, il peut pas faire face, donc... Oui, mais ce qu'il veut peut-être, lui... Ouais, mais par contre, il prendra les renseignements. Enfin, je pense... Parce que lui, ce qui peut l'intéresser, c'est que du coup, ça lui fait des contacts dans les milieux mafieux. Ouais, mais justement, c'est ça. Je pense que lui, que ce soit des gros méchants pas beaux, machin, il s'en fout, en fait, complètement. Donc, le côté mafieux, ça l'intéresse pour les contacts. Le côté je veux bouffer les hommes, tuer tous les héros, ça l'amuse moins, mais bon, de toute façon, il ira pas trop au charbon si on n'y va pas d'abord, quoi. En gros, si Atalante, elle voit un peu les géants comme un engrenage de l'immense rouage de l'écosystème, Persée, il verrait un peu tout le monde comme des pions sur un échiquier, et il considère que c'est des pièces dont il peut se servir, autant que, tout en évitant qu'il se fasse utiliser par eux. Circé, à votre avis, comment elle va se placer? Non, moi je pense que ça dépend beaucoup du type de monstre, notamment. Mais tous les monstres jolis, type dryade, trucs comme ça, elle est à fond. Surtout si, surtout s'ils peuvent dire qu'ils l'aiment. Avec les géants, je pense que si elle arrive à mener Alcyone par le bout du nez, elle sera contente. Mais comme il risque de résister, elle va bouder et elle va vouloir qu'on lui casse la gueule. Donc, c'est un peu ça. Moi, je la vois comme ça, je sais pas. Mais ce sera probablement celle qui sera la moins dans la demi-mesure concernant si jamais elle décide d'agir, entre guillemets. Ah ouais, non, puis s'il y en a un qui la vexe, genre, il ira all out, quoi. C'est par contre... Ouais. Par contre, j'avoue, il y en a un qui, lui, risque d'être particulier, c'est Héraclès. Je le garde pour la fin, justement.
Ulysse, Ulysse, à votre avis, lui, bon, c'est vrai que au niveau mythologie, je pense que... Alors après, c'est... a jamais été trop me à diras. confronter des monstres. Voyage. Bah, tu me diras ce que t'en penses, Cassandra. C'est un de ceux que je vois être le plus proche de ma position. C'est-à-dire qu'il va pas juger... Il va pas juger la créature selon le fait de savoir si c'est un monstre, pas un monstre, un vilain, pas un vilain, mais en fonction de ses actes. Oui, c'est ça. En fait, Taylor, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui a une vision assez... Enfin, j'ai pas envie de dire fixe parce qu'il reste... il vient de découvrir un nouveau monde et il sait s'adapter aux situations. Mais en tout cas, ouais, il sait ce en quoi il croit et il va juger les personnes plus sur leurs actes que sur leur origine, leur apparence ou des choses comme ça. Ah, tu vois, si t'es un cyclope et que tu te mets à bouffer un clodon dans la rue, il ira te faire la peau, pas parce que t'es un cyclope, mais parce que t'as bouffé quelqu'un dans la rue. Tu vois ce que je veux dire. Bah, exactement. Et en soi, si on se rappelle aussi un peu du mythe d'Ulysse avec comment il s'était démerdé vis-à-vis de Polyphème, je pense que il va garder un peu ce côté, un peu comme Persée en soi, mais Moi, je pense. jouer avec... Ah oui, moi je pense que ce qui l'intéresse beaucoup du côté de la mafia russe, c'est éventuellement la possibilité de s'y infiltrer. dès le moment où je lui ai dit au fait, le boss de la mafia russe, c'est un géant, il était en mode je veux des infos. Oui, non mais c'est ça, enfin, moi pour moi je le vois bien se dire bah ok, je vais apprendre le russe, je vais parler russe avec l'accent, tu vois, et puis... Oui, c'est vrai que Ulysse, même dans sa légende, quand il a confronté à des monstres, il est plus la russe que le contact physique. Ah, c'est pas un tueur. Et puis le fait que Ulysse apprenne l'existence d'une espèce de lutte interne idéologique au sein des géants, c'est quelque chose dont il va pouvoir se servir pour réunir des informations et oui, mais un meilleur plan d'attaque en fait. S'il tombe sur un truc qui est trop fort pour la Nix et qui est éventuellement même trop fort pour nous, il pourra toujours... C'est le genre de gars qui va laisser entendre à un clodo ukrainien qui était juste à côté par hasard que un tel sera à tel jour, à telle heure, à tel endroit, et comme par hasard, ça finira dans les oreilles d'Assionné, tu vois, c'est... tu vois, moi je verrais plus ce genre d'action du côté de Jason. Justement, bonne transition, transition Ouais. parfaite pour Jason. Parce que justement, avec son gang de bikers, il trace un peu de la route, et je pense que c'est celui qui serait aussi, en termes de comportement, le plus à même de jouer un peu le jeu des géants. Ah bah moi je vois pas du tout jouer le jeu des géants, au contraire, je le vois pas, je le vois bien, je suis un chef de meute des humains, quoi. C'est si les géants s'en prennent aux humains, on leur casse la bouche. Oui, mais enfin là je suis d'accord avec ça sur le côté de il est prêt à partir à la castagne s'il y en a besoin. Mais quand on a vu par exemple Echidna parler de ses enfants et du fait que vous savez, nous tout ce qu'on veut c'est vivre en paix, etc. C'est ça exactement. Oui, ça je le vois bien. Ils vont un peu raisonner. Le côté trip de liberté. T'as perdu le son? Tu l'as perdu à quel moment? Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Mais oui, du coup, Jason Brett, c'est peut-être celui qui va être le plus difficile à cerner, en fait. Ouais, je le vois pas trafiquer régulièrement avec la mafia russe, par exemple. Ouais, non, moi il sait qu'ils sont là, il sait qu'ils existent, qu'éventuellement il peut s'en servir, mais bon, lui, il est plus... voilà, c'est mon gang de motards. Excellent, c'est... voilà. Laissez-nous exister, venez pas nous faire chier, sinon on va vous en mettre plein la bouche. Et pour moi, je pense que celui-là, avec le qui peut être mal passé, c'est peut-être Héraclès. Ah bah moi je pense qu'effectivement c'est celui qui sera le moins enclin. De la bande, j'allais dire, heureusement qu'on a Persée et pas Thésée, parce qu'en termes de tueur de monstres, Héraclès et Thésée, je
crois que niveau héros mythologique, c'est eux qui ont le kill score de monstre le plus élevé. Ah ouais. Jason aussi, quand même. Ouais, Jason aussi, oui. Bel héros au fond. J'ai failli le faire en prétiré, Bélir au fond. Ah, il a du panache. J'avoue que Hercule, c'est quand même, Topomout, quoi. Le lion de Némée, check. L'hydre de Lerne, check. Alcyone, check. Voilà, surtout qu'en plus, il y a Alcyone, c'est une grariole du Gatomachi. Non, et moi je pense que c'est un de ceux qui a le plus de mal avec les monstres monstrueux. D'ailleurs, ma question, ça va être ma première question, c'est du coup, Je pense qu'avec les monstres humanoïdes, il a pas de souci. est-ce que du coup, vous lui parlez du fait que vous avez croisé un certain Alcyone? Honnêtement, je pense que le nom aura été lâché dans la discussion de groupe. Ouais, moi je pense que oui, on lui en parle. Après tout, c'est Brian Johnson, c'est pas Héraclès, tu vois ce que je veux dire. Oui, en vrai, je ok, vois il peut bien. y avoir des résonances, mais Je te vois bien effectivement laisser le nom, pas fuiter, mais en gros vraiment non, mais les lui dire informations. que de toute façon, il faut qu'il l'évite. Parce que ça va mener qu'à la castagne, sauf s'il veut aller le castagner, mais sinon, il faut qu'il l'évite. Et puis merde, il est Brian Johnson, c'est pas l'inverse. Ah, tu vois que Mais- cet argument le fera réfléchir, en tout cas. Mais je pense qu'effectivement, c'est celui qui risque d'avoir le plus gros préjudice envers les monstres monstrueux. Comme il pourrait dire, oh, un coup de massue, c'est vite parti, c'est pas ma faute. Ouais, c'est ça, mais en même temps, quelque part, Hippolyte, elle essaye d'être tolérante et tout, mais enfin voilà, s'il y a une manticore en soi, il n'y aura pas la buter parce que c'est une manticore, mais parce qu'elle menace la population humaine. Tu vois ce que je veux dire? Allez, je vois. C'est Et Mais ouais, du coup. Et Héraclès, je le vois bien avoir envie de se défouler sur et de castagner du monstre. Donc lui donner le punching ball dans la personne de Rimédon, ça peut être une. ouais, c'est ça. C'est bien Ça dit. peut être Bon, une- voilà. guider sa fureur. C'est ça. Pire des cas, vous organisez un combat de boxe dans le club d'Hippolyte pour assurer. Mais de toute façon, Brian, et puis Hippolyte, voilà. clairement, elle est pas dans le côté manipulation. Donc, si Cassandre veut prendre cette voie à cacher des informations à certains et en donner à d'autres, je ne me mettrai pas dans ses pattes. Mais je ne la soutiendrai pas, ne serait-ce que parce que je m'en sens pas capable. Joline, dernière question pour vous. Et aussi, qui peut rebondir aussi sur les autres PNJ. C'est du coup, étant donné que voilà, on vous a appris que les dieux n'étaient plus là, avaient disparu, comment vous le vivez ça? Que les dieux ne soient plus là. Que pour certains d'entre vous, jouez tous les 8 dans le même pot, à vous tirer vos pouvoirs des dieux, voire même pour certains, vous êtes des bâtards des dieux, vous êtes leurs fils. Alors, personnellement, pour Cassandra, étant donné l'histoire de Cassandre, Que c'est plus vécu comme une malédiction qu'autre chose, quelque part. alors non seulement ça, mais aussi, je ne sais pas si tu te rappelles de comment elle a obtenu cette malédiction, mais c'est parce que elle n'a pas accepté les avances d'un dieu. Donc, pour quelqu'un comme Cassandra qui est Arrowace et qui a subi des petites périodes de rentre dedans de la part d'étudiants, de trucs comme ça, pour qui le consentement c'était pas se manger. Je parle pas forcément jusqu'au pire, mais elle a. Disons que ça lui fait pas vraiment de peine de savoir que certains dieux se soient fait la malle. Par contre, elle s'inquiète effectivement de comment l'ordre des choses va changer si jamais ce qui reste dans le Tartare va s'échapper. Et toi, Hippolyte, telle sa relation. Pour Hippolyte, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Globalement, parce que c'est quand même essentiellement
des mâles qui portent haut le patriarcat et l'oppression des femmes. C'est même certaines femmes, hein, parce que bon, Hera, je suis désolé, mais la déesse de la popote, excusez-moi. Hein. Ouais, et surtout de la jalousie et de la vengeance. Hein. Ouais. Donc, il y en a certaines, comme Athéna, ça peut être une mauvaise nouvelle, mais globalement, elle s'en fout un peu que les dieux aient disparu. C'est plus les conséquences de cette disparition qui l'inquiètent. Mais tu vois qu'il y en a quand même, je pense, deux qui vont être un peu dans ce cas de figure aussi. C'est Ulysse et Héraclès, dans le sens où ils ont une divinité qu'ils apprécient, pour l'un Zeus et pour l'autre Athéna, mais ils ont aussi leurs dieux antagonistes, Héra et Poséidon. Donc ils sont peut-être aussi, je pense, eux, dans une méthode de dire merde, les dieux ont disparu. Alors pour y en a certains, on va pas les regretter, mais il y a d'autres quand même que si c'était là, ça serait mieux. Ouais, c'est Clairement, Athéna, qui est une déesse plutôt bénévolente, plutôt badass, et totalement féminine. Je la regretterais, tu vois, mais un patriarche type Hadès, Poséidon ou même Zeus. Mais justement, il y a évoqué un nom et il y en a une d'entre vous, Circé, je pense, qui serait peut-être la même à plus à mener l'interrogation. Elle va prendre la différence d'Ulysse. Et si tout cela existe, si les dieux ont disparu, comment ça se passe en bas en enfer? Il n'y a plus le dieu gardien des enfers. On va voir le chien. Ta première réaction, c'est oh yes, Cerbère est libre. On va avoir tout. Et c'est vrai que quand elle mettra cette question en évidence, eh bien, ça peut amener le fait que, ouais, en effet, les dieux, même si c'est pour certaines des gros patriarcats puant la testostérone et la sueur, ils ont un rôle à jouer dans l'équilibre de l'univers. Et le fait qu'ils aient disparu, en effet, ça peut... mais comme je t'ai dit, moi, c'est pas la disparition des dieux en soi qui m'inquiète ou qui me chagrine. C'est les conséquences. Ouais, c'est ce côté bascule de la balance du monde, quoi. En effet... Vas-y, continue. En tout cas, je veux dire, en effet, ça laisse poser certaines questions, bien plus, on va dire, d'ordre cosmique que vos petites existences d'humains peuvent peut-être gérer. C'est à vous, justement, de vous demander comment faire pour résoudre le problème des affaires s'il y a. Ça existe déjà. Ou est-ce qu'il vaut mieux juste se contenter de patrouiller dans les rues de New York et d'éviter que des monstres bouffent tous les habitants new-yorkais? Pour l'instant, on va essayer déjà de comprendre quelque chose. Hein. Et après, effectivement, on verra en fonction des problématiques qui se posent. Mais oui, si vraiment les dieux ont disparu, que les emplois sont bien tels que le décrit la mythologie grecque, et que les dieux, et qu'on n'arrive pas à trouver une solution à la disparition des dieux, ben oui, on aura un truc à aller faire. Hein. Ça paraît assez clair. Un petit mot, Cassandra, sur ça, pour boucler? Non, donc, globalement, c'est d'un côté cette idée de merde, il y a peut-être des règles de l'univers qu'on pensait acquises qui vont être bouleversées. Et de l'autre côté, il y a aussi ce côté résoudre une énigme complète de mais qu'est-ce qui leur est arrivé, où est-ce qu'ils sont passés, est-ce qu'on peut les retrouver, qui évidemment titille un peu l'esprit d'enquêtrice. Puis autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'omphalos? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de... Et justement, j'allais te le dire. De devenir un peu plus balèze, histoire de pouvoir aller casser des bouches. Car en tout cas, vous savez que cet omphalos, c'est un peu à cause de lui que tous les géants, les monstres et que vous-même les héros, vous êtes tous réincarnés ou été attirés par New York. C'est à cause de l'omphalos. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en faites de ce caillou? Moi je propose qu'on le garde. Ah oui, mais tu le gardes où? Qu'on sache quoi en faire. Vous le mettez où? Moi, ma question que je veux savoir, là, il va falloir y réfléchir sérieusement pour vos personnages. C'est où vous le mettez sous clé, cet omphalos? Peut-être pas sous clé, peut-être tout le temps avec moi.
d'un côté, avec je suis- Cassandra, histoire, parce qu'elle verra arriver les emmerdes 1 kilomètre et elle pourra partir, mais... Je te rappelle que Cassandra, elle sait que ça vous faut être tout ragé d'être c'est mon tote bag. Ouais, excuse-moi, c'est quand même la seule nana qui se promène dans New York avec des lance-flammes et personne s'en rend compte. Voyons, ce ne sont que des accessoires qu'une dame se promène avec, c'est tout à fait normal. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que la question se pose de est-ce que on décide de sécuriser l'Omphalos dans un endroit, et dans ce cas-là, il faut préparer sa défense. Ou est-ce que on décide de jouer la carte de il sera toujours en mouvement avec l'un d'entre nous, quitte à changer cette personne de temps à autre pour éviter qu'il soit repéré et qu'il y ait des embuscades qui se préparent. J'avoue que, au vu du peu de poids qu'ont pesé des sécurités humaines, certes, mais des quand milliardaires. même tout ce que l'argent peut acheter et de geek, c'est plus partisan de la deuxième solution. D'accord. Je pense effectivement que ça va être la stratégie pour l'instant, c'est que Et, va se le passer de main en main pour... et j'avoue le que garder le en fait que, voilà, s'il peut rester genre 2 jours au sein de la Nix, une semaine chez les bikers, à condition qu'ils changent d'endroit tous les jours, enfin, tu vois. C'est-à-dire que, genre Gazon qui prévoit d'aller faire un trip d'une semaine, il emmène le machin, il va bouger tout le temps. Ça peut être, à mon avis, une meilleure sécurité. En plus, Ouais. l'idée, plébis OMG, en plus, vous êtes 8 héros, ça fera un des 8 pour savoir où est l'Omphalos. Les gens de chat, Ouais. par exemple, je pourrais m'amuser à lancer un des 8 pour voir qui porte l'Omphalos à ce moment-là. Pas comme une mécanique de jeu. Et Ou alors on sait que c'est Atalante et Atalante elle trace là. Du nord, de l'est à l'ouest. mais ouais, je vois bien ça en tout cas comme une mesure temporaire parce que mine de rien, ça restera une... Au moins le temps qu'on sache quoi en faire, parce que le C'est problème de ce machin, c'est on sait qu'il attire tout, mais on sait pas quoi en faire. On sait pas à quoi il sert, on sait pas. Et je vais probablement... Peut-être que la solution c'est de le casser. En tout cas, tant qu'on n'a pas plus de certitude, on va garder cette stratégie de mouvement complet. Et Ah bah oui, bien sûr. Je vais pas casser un truc sans être sûr que c'est la bonne chose à Si faire. tu proposes de voir si on peut le casser, il y a quelqu'un qui va sortir sa grosse bosse, il faut pas... et non, du coup, ce que je disais, c'est que je vais probablement me rapprocher de Circé pour qu'on essaye de se renseigner toutes les deux, peut-être sur des mécanismes de sorcellerie ou de choses comme ça qui pourraient nous permettre de le protéger plus efficacement que des simples moyens humains. Oui, clairement. Je sais pas, parce que Circé est effectivement une personne qui est assez douée de magie. Et donc, potentiellement, il y a une les genres de sécurisation. Il y a Talente aussi, non? J'avoue que je suis pas très familier avec son mythe à Talente, donc je saurais pas te dire. Pareil, à Talente, je sais que dans un autre univers de jeu, dans les films, elle est une des figures, je crois, des alchimistes, mais je suis pas trop sûr. Il y a le lion vert à Talente, je crois. Faudrait que je le revoie, mais oui, ça après, pour ça, vous savez que vos pouvoirs sont à peine élevés en termes de. Mais oui. Rappelez, votre Moira est encore palpitante, balbutiante. Du coup, ce sera un peu notre mission annexe avec Circé et le reste du groupe. Si jamais quelqu'un a une information qui peut être utile, évidemment qu'on va tous se partager entre nous. Donc essayer de trouver peut-être des protections plus à même de prévoir des attaques mythiques de créatures ou de choses comme ça. Donc j'aime bien l'idée. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le point de ce que je voulais voir sur vous par rapport au côté, on va dire, un peu surnaturel. Et du coup, je vous propose pour cette deuxième partie de soin, intéresser un peu sur votre côté humain.
sur vous. Qui veut passer en premier? Parler un peu de son quotidien d'être humain. Je veux bien que Cassandra ait les honneurs. Ah, très bien, pas de souci. Je vous bascule sur la scène à Cassandra. Chacun votre scène. Chargez le truc par dehors. Bien. Chargez les cartes, au moins ça. J'ai l'impression que sort ma connexion avec Isora, j'ai un peu un carton. Ah ouais, j'ai du mal ce soir. Et il arrive avant moi, je passe. J'y suis, moi, perso. J'y suis. Vive les bonnes connexions au fin fond des deux sèvres. Écoute, vu que la dernière fois qu'on avait parlé un peu des différentes choses qu'il y avait sur certains plateaux à toi, Shindred n'était pas là, donc peux-tu un peu lui résumer un petit peu, peut-être, qu'est-ce qu'il y a d'exposé un peu sur ta scène à toi, les lieux, les personnages, comme... Eh bien, très bien. Donc, pour faire assez succinct, donc Cassandra s'est éveillée à ses pouvoirs assez en même temps que tous les autres, mais la première vision qu'elle a eue, c'est la vision de l'accident de voiture que ses parents auront quelques mois plus tard, ce qui fait que elle a instantanément vécu sa réincarnation presque comme un traumatisme d'apprendre cette vérité inévitable. Mais après le choc, elle a décidé de se servir de cette connaissance pour profiter au maximum de ses parents pendant le peu de temps qui lui est resté avec eux. Et ça, donc tu continues à avoir une vision très fataliste du destin, quoi. Oui, et justement, on va y revenir peu de temps après. Et du coup, ce côté de je sais que ça va arriver, je sais que je ne vais rien pouvoir y changer, a fait qu'au moment où effectivement le jour fatidique est arrivé, j'avais déjà fait mon deuil, ce qui fait que le groupe d'amis que je m'étais construit dans ma formation en psychologie, ils m'ont un peu tous vu, soit comme flippante parce que j'apparaissais comme n'ayant pas d'émotion forte face à un drame pareil. Les autres ont décidé de s'éloigner de moi pour m'aider à faire mon deuil, entre guillemets, pensant que j'avais besoin de temps pour assimiler un peu toutes les émotions. Et le seul qui est vraiment resté auprès de moi, c'est donc Charles, qu'on peut voir en bas à gauche, qui est donc l'un de mes amis les plus proches que j'ai rencontré pendant mes années d'études en psychologie. C'est lui qui m'aura aidé avec la paperasse de l'héritage, avec la gestion aussi du coup de l'appartement de mes parents. Après, c'est juste que après tu décideras justement comment tu te positionnes par rapport à ça. Ouais. Je trouve que c'est attirant aussi, au contraire, ça te repousse. Mais Hippolyte, de ce point de vue-là, c'est l'inverse de toi. C'est-à-dire que elle, si jamais elle est dans l'action, quoi. C'est une boule de nerfs. Et elle peut avoir une vision, elle peut croire au destin, mais elle essaiera de le changer. Même si elle sait que c'est inutile. À la limite, même si elle prend conscience un jour qu'en fait ça sert à rien, elle sera incapable de rester les bras croisés et de se dire comment je vais faire en sorte d'en profiter le plus possible. Elle peut pas en profiter. Enfin, ça c'est... Ouais. Et je comprends totalement. Et d'ailleurs, c'est possiblement quelque chose qui t'a amené à changer dans la réflexion, dans la psychologie de Cassandra, notamment au contact de personnes comme Hippolyte, qui vont peut-être chambouler sa vision du destin. Et donc pour revenir à Charles, donc c'est avec lui qu'elle a décidé de prendre entre guillemets le contrôle de l'appartement de ses défunts parents qui lui sont revenus en héritage, pour le transformer en fait dans ce qui deviendra bientôt son cabinet de médium, dans lequel
Donc elle fait la démonstration de ses pouvoirs au début, espérant justement potentiellement aider les personnes à On la croit. Et en fait, à la croire. Et effectivement, au début, elle pensait naïvement que les gens accepteraient la vérité et agiraient en conséquence pour faire un peu comme elle et profiter de l'instant présent avant le jour où sa vision se réalisera. Mais comme son mythe était prémonitoire, personne ne la croyait. C'est bien que c'était un peu un business model claqué. Parce que il y avait un client qui venait et il revenait jamais. Parce que il la prenait pour une charlatan. C'est un peu un comble pour quelqu'un qui pratique le métier de médium. Du coup, elle a pris la décision de ne plus jamais utiliser son pouvoir pour les clients, à moins que ce soit vraiment nécessaire ou que ça s'impose à elle. Elle s'est donc rabattue sur quelque chose de nettement plus accessible et classique, du mentalisme, de la lecture de cartes, et en fait faire entendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre plus que ce qu'ils ont besoin. C'était quelque chose d'un peu moins gratifiant pour elle, mais ça lui aura permis aussi de perfectionner sa compréhension des gens et de découvrir plein de profils atypiques. Bien, justement, je me permets de rebondir sur ça, sur tes... Alors, en effet, on avait eu un peu entre nous, il y avait reçu, ça va permettre de raccrocher un peu quelques wagons. Il y avait reçu la visite d'une cliente, quelque temps de ça. Juste avant qu'on enchaîne, l'image du milieu, c'est quoi? Ça représente Cassandra de manière générale Oui, c'est une illustration, c'est un tableau de je ne sais plus quel peintre, j'ai oublié son nom, de la légende de Cassandra. D'accord. Et la boulangerie, c'est quoi? Alors, c'est l'un des endroits où j'aime passer mon temps. C'est-à-dire qu'en fait, mon appartement dans lequel j'habite en coloc avec Charles est à 10 minutes en vélo de l'appartement de mes parents. Du coup, mon nouveau cabinet. Et chaque matin, en gros, je regarde dans ma boule de cristal quand est-ce que le pain va sortir du four pour arriver pile au bon moment et capter l'odeur, la sensation du bon pain frais, tu vois. Donc, je me sers de ça et puis je prends à chaque fois une commande spécifique pour le client que je vais voir le jour même. Et puis, du coup, le dernier détail qu'on n'a pas forcément mentionné, mais voilà, c'est les drapeaux, donc aromantique, asexuel, puisque c'est effectivement l'orientation de Cassandre, qui n'a pas d'attirance romantique ni sexuelle. Heureusement qu'elle est hétérosexuelle, parce qu'avec ce don de voyeuse perverse qu'elle peut avoir, ça pourrait créer des soucis. Effectivement. Après, elle n'est pas insensible, entre guillemets, aux choses de l'amour, mais et effectivement, elle va parfois ressentir un peu ce côté malaisant du voyeurisme que ces visions impliquent. Et j'ai vraiment plus le nom de l'artiste, c'est tableau. Je me souviens plus. C'est une des représentations qui revient le plus souvent de Cassandre, qui se tire ses cheveux là. Bien, je te propose vite qu'on fasse un peu raccroche le point avec la dernière fois, ce qu'on a eu. J'avais reçu la visite de cette cliente, Talia Alfarit. Peux-tu dire c'est un peu comme si tu parlais à Charles, je dois incarner un peu Charles au besoin s'il faut. Et voilà, dis-nous un peu ce que tu as pu... Evelyne de Morgan, la peintre. Merci, c'est bien, il y a un Google derrière. Et du coup, Evelyn Pickering. Voilà. Je la connais pas du tout. Comme ça. C'était le point culture. Donc, pour présenter un peu Talia, ouais, c'est... J'en crois des cas particuliers. Ah ouais, mais là, elle hurle, je suis pas aromantique et je suis pas asexuelle. Et puis surtout, elle avait
bah, là où généralement les personnes viennent me voir pour oh, est-ce que je vais retrouver l'amour, est-ce que je vais avoir de la réussite dans mes projets, les grands classiques en fait des personnes qui veulent se rassurer sur leur destin. Ah non, Euh, elle sait qu'elle va avoir de l'amour. Et... Non, elle se dit ouais, j'ai perdu mon chat. Et très, très bien, madame. Mais je ne suis pas la police. Enfin, je suis pas une enquêtrice. Oui, sauf que bah en fait, personne n'a réussi à le retrouver et elle s'est retournée en fait vers des côtés un peu plus occultes. Et et effectivement, bah, l'affaire de son chat disparu était particulièrement intrigante parce qu'en fait, elle habite dans un quartier extrêmement huppé, niveau de Guc en termes de régissime. Quand même pas non plus. Avec crâne dessous de Guga. Mais voilà, c'est. En parlant de Guc, juste je le dis vite fait au MJ. Oui. Je m'intéresse quand même à De Guc, aux impacts sur sa santé mentale. Tu vois, j'essaie de voir si tout va bien. Ne t'inquiète pas. Je vais pas forcément le harceler, enfin tu vois, mais je vais juste m'assurer que ça va. Tout va De bien. toute façon, je crois que la NIX avait prévu une espèce de cellule psychologique pour l'accompagner ou quelque chose mais comme ça. reste là, t'inquiète pas. En tant que MJ, j'ai prévu qu'on reparle bientôt de Anton. Marche. Je t'écoute, Cassandra, désolé pour le Bien, non, pas de souci. Donc, on en était au fait que effectivement, le mystère de la disparition de son chat était particulièrement intrigant puisque donc elle habitait, elle habite dans un appartement dans un quartier assez huppé et elle avait laissé son chat dans son appartement. Tout était verrouillé, il n'y avait aucun moyen pour lui de sortir. Et quand elle est revenue, il n'était plus là. Il n'y avait eu aucun signe d'effraction, aucun. Et elle possédait la seule clé. Enfin bref, c'était vraiment une pièce scellée. Et pourtant, son chat s'est volatilisé. Et donc, elle a accepté de me permettre d'enquêter un peu en solitaire dans son appartement pour essayer de détecter un peu, en pensant que j'avais des moyens de contacter les esprits. Elle m'a laissé enquêter sur la disparition de son chat. Mais j'ai rien trouvé. Son appartement était à son image plein de mystères, c'est-à-dire qu'elle elle écrit un peu des livres d'énigmes, des choses comme ça. Elle est consultante pour des jeux vidéo un peu à la Tomb Raider, Tomb Raider. Donc vraiment très inspiré aussi de la mythologie égyptienne un peu. Il y avait de l'imagerie du Sphinx. Mais tout ça a laissé un petit goût de mystère inachevé pour Cassandre. Pour Cassandra qui meurt d'envie de retrouver ce chat maintenant qu'il lui a échappé pour la première fois. T'avais fouillé l'appartement de Franck, il n'avait trouvé aucune trace de ce foutu chat. Effectivement. J'avais même essayé de ressentir sa Moira, en fait, essayer de retrouver quelque chose. Et j'avais vu une trace qui s'était volatilisée d'un coup, comme coupée net. Une véritable énigme. Je te propose qu'on revienne sur Talia un peu plus tard pour qu'on aille voir du côté un peu de la sueur et des muscles du côté de chez Hippolyte. D'abord à Shindred. Et mute pour l'instant. Et je suis là. Ah, il est là. Du coup, je nous bascule sur la scène d'Hippolyte pour qu'on parle un peu d'Hippolyte. Alors, je suis désolé, moi, je n'ai pas trouvé j'ai pas trouvé beaucoup de tableaux ou de gravures d'Hippolyte, la reine des Amazones. Il y a beaucoup d'imagerie artistique sur Hippolyte et le fils de Thésée, par rapport à la pièce de théâtre de la reine Hippolyte. Le premier truc que ce con de Google m'a trouvé, c'est Wonder Woman, le film de DC. Parce que c'est des Amazones, c'est soi-disant des Amazones, les Wonder Woman. Donc voilà, je t'ai mis à défaut, l'actrice de Wonder Woman. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents éléments qu'on voit sur ton board
Alors bah déjà l'image de fond, hein, c'est que Hippolyte est une combattante de MMA. Bon vu les soutiens mythologiques qu'elle a obtenus, on peut même dire que c'est probablement une des meilleures combattantes de MMA. Faites que c'est Qui ait jamais existé, aussi bien sur les aspects dynamique, frappe que soumission, étranglement, etc. Enfin, c'est une combattante assez féroce. Du sang et des larmes, c'est tu sais qu'il y a toujours il y a toujours du trash talk avant les combats, notamment par rapport à la médiatisation. Et souvent, elle est en conférence de presse, elle laisse son adversaire déblatérer et elle conclut uniquement en disant qu'elle lui promet qu'une seule chose, c'est du sang et des larmes. Et à chaque fois, dans tous les combats, elle fracasse son adversaire et effectivement, tout ce qui lui reste, c'est beaucoup de sang et un peu de larmes. Alors, écoute, note-toi-le quelque part, mais en termes de mécanique de jeu, ce que je te propose, c'est que quand tu es face à un adversaire et que tu trouves le bon moment de balancer ta punchline du sang et des larmes, tu auras droit à un jet d'avantage sur ton prochain test. On verra. Ça peut être un bon truc mécanique d'incorporer ça. Alors, l'image en haut à droite, c'est Phil. Phil qui est mon entraîneur. Mon entraîneur actuel et celui avec lequel lui avait probablement détecté que j'avais de la Moira et c'est lui qui m'a appris à me battre de manière vraiment féroce. Alors, tout en gardant suffisamment de self-control pour rester dans les limites des règles du MMA. Parce que bon, il y en a peu, mais il y a des règles quand même. Mais du coup, il savait, lui savait qu'il me préparait pour autre chose. Moi, je savais pas forcément. Et donc, oui, elle est capable d'aller au-delà de l'aspect sportif et de devenir une vraie guerrière quand il s'agit de combats à la vie de combat à mort, quoi. Parce qu'en effet, le but se permet de faire sur ça. Ce fameux Phil, eh bien, il est un peu particulier pour nous. Il est capable de voir certaines choses car il n'est pas qu'un simple petit entraîneur du Bronx ou du Queens, mais son véritable prénom, c'est Philoctet. Et sa véritable... Moi, je sais pas si je l'ai vu en forme justement, de... ça va être la question que je vais te poser. Est-ce que du coup, tu as pu apprendre, vu que tu commences à t'éveiller, à être plongé dans l'univers monstre et tout, est-ce que du coup, est-ce que tu as pu te rendre compte dans les derniers mois et tout de sa véritable nature? Donc, alors, c'est un personnage qui me semble non officiel de la mythologie grecque. C'est référence directement au Disney de Hercule. Voilà où va ma grande... Je vais te demander, est-ce que c'est pas un personnage... Est-ce que c'est pas un personnage qui est tiré du centaure qui a Alors oui, à la base, Hercule. c'est vrai que celui-là qui a entraîné Hercule et beaucoup de héros, c'est Chiron, pas Charon, mais Chiron, le centaure, l'entraîneur de héros. Philoctète, lui, c'est... moi, j'avais bien aimé la façon dont vous l'avez présenté dans le Disney. C'est un peu l'entraîneur raté, qui a toujours formé des héros qui sont vautrés avant de devenir réellement des héros. Je crois qu'à un moment donné, il s'amuse à prendre l'exemple de Achille, qui avait comme faiblesse son talon. Bref, à l'histoire de Achille. Mais voilà, nous, on va considérer que ce Philoctète, il a bien existé dans la mythologie grecque. C'est un satyre, un peu entraîneur de héros, mais autant qu'Chiron, tu vois, c'est le top du top, niveau entraîneur. Autant lui, c'est pas que c'est un loser en tant qu'entraîneur, mais qu'en fait, il n'est jamais tombé sur les bons poulets. Et que peut-être que de nos jours, en 2024, il a vu
entré une certaine Hippolyte réincarnée dans cette salle de sport, il s'est dit putain, c'est mon ticket. Je peux peut-être enfin former quelqu'un. Donc, à toi de me dire justement s'il t'aurait révélé ou pas sa nature de satyre. En tout cas, de ce que tu sais au niveau caractère, au niveau juste du caractère, c'est un bon entraîneur. Voilà. Certes, on pourrait se moquer un peu de lui par rapport à son anisme et tout, de petite taille. Mais voilà, c'est un petit ténu et tout. Et bon, c'est vrai que il aime bien les jolies. Il arrive de regarder dans la douche des filles, mais c'est comme ça, c'est juste en passant, c'est ça, pas méchant. Donc dis-nous comment tu le veux voir un peu évoluer ce PNJ. Eh bien, en ce qui me concerne, d'abord, je suis extrêmement reconnaissante parce qu'il a effectivement débloqué quelque chose en moi au niveau à la fois du sport et du combat, de manière plus large. J'ai peut-être été amené à le remettre à sa place une première fois gentiment, et comme c'est pas le mauvais bougre, peut-être que j'ai plus jamais eu à recommencer. En matière d'appréciation de mes formes. Bon, en même temps, quand il a dû voir ton crochet du droit ou du gauche, il a dû se dire ouais, c'est là, je fais pas plus trop abuser à l'asticoté. Ah, c'est ça, écoute, déjà que tu regardes, ça me saoule, mais je peux m'en accommoder, mais pas tout. À un moment donné, tu auras regardé, il aura fait moi, je les préfère plus féminines. Il se barre un courant au moment où il dit ça pour pas que tu lui balances un truc sur la gueule. Ouais, ça par contre, je l'ai même pas pris comme une insulte. Ouais, mais il préfère se tailler sur le cas où. D'autant que je suis suffisamment féminine quand il y a besoin. Et moi, je pense que c'est peut-être un jour où j'ai peut-être pas conscience de l'avoir vu sous sa vraie forme. La première fois que je l'ai vu, c'est peut-être assez tôt. Mais quand il essayait déjà à partir du moment où il essayait déjà de me faire prendre conscience un peu de ma nature et de ma meilleure et de choses comme ça. Et à un moment donné, dans un sparring, il m'a séché complètement d'une droite. Et les yeux mi-clos, comme ça, en regardant vers lui, j'ai peut-être vu cette fois-ci, j'ai peut-être vu sous la forme de satyre. Mais j'ai pris ça aussi comme j'ai probablement pris ça comme une conséquence de sa patate et pas comme la réalité, quoi. Donc après, est-ce que depuis je l'ai vu? Moi, je sais pas, je pense que c'est cohérent si depuis je l'ai vu, il m'a montré qui il était, mais peut-être que ça n'a pas encore eu lieu parce que finalement, il sait pas encore comment je réagis vis-à-vis des monstres. En effet, ouais, peut-être. Donc peut-être que c'est un jour qui s'approche, mais que ça n'a pas encore eu lieu. D'accord, ça peut être donner une séance de roleplay. En tout cas, alors, ça part. Pour le drapeau, je vais laisser la parole au MJ parce que je ne le connais pas. Alors, juste, je finis sur Phil. Un truc que tu auras pu voir, c'est que depuis qu'il t'a recruté et tout, bon, à lui-même, il s'est dit, il a repéré qui tu étais. Vous venez quand même les héros et il a senti ta Moira. Et il a dû renifler le truc avec son nez. Il a dû avoir le nez creux. Il a dit, non, c'est ici, il y a Hippolyte de réincarner, c'est qu'il y a sûrement d'autres héros. Et tu l'as vu un jour, il t'aura amené plein de flyers. Et le carte de visite, il a dit, s'il y a des amis, de très bons amis qui veulent venir à la salle pour s'entraîner, ils sont les bienvenus. Hein. À mode dans sa tête, si tu as des copains héros qui ont besoin de venir s'entraîner, moi je veux bien les former aussi. Il aura un petit côté, pas profiteur, mais pour lui, voilà, vous êtes une opportunité dans sa vie. Ça fait plus de 2000-3000 ans qui s'est un peu chié. Et là, il y a des héros qui débarquent en nombre, en force. Et il compte bien profiter un peu de l'occasion pour se refaire un nom. Peut-être un feu détrôner un jour cet enfoiré de Centaure. Non, mais... Voilà, tu... Ouais, Peut-être que... Ouais, ce serait pas mal que Héraclès soit tombé dessus.
Ouais, je pense que ouais, en effet. Ouais. À Ça voir peut être aussi marrant. comment on pourra aussi Sans nous savoir dire- s'ils ont vraiment accroché, ça je sais pas, mais. Mais disons que voilà, voici outre ton entraîneur, un peu comme la brigade de Nix, une sorte de ressource que vous pouvez avoir vous en tant que héros pour si besoin de vous entraîner pour un peu pex un peu vos compétences de combat. Phil peut être un peu cet outil-là que vous avez à disposition. Moi je le vois, si, j'ai une. Comme je te dis, je suis vraiment reconnaissante et j'ai une forme d'affection pour lui. C'est pas. Je le vois pas, c'est plus qu'une ressource, quoi, pour moi. Oui, mais voilà, je parle en termes de mécanique si. de jeu, quoi. Et tu te doutes par contre que si tu amènes à la salle de MMA Grace ou Cassandra, il faudra peut-être surveiller où il met les mains. Hein. Oui, mais je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup Grace et Cassandra. Non, Cassandra, apparemment, c'est plus la salle de tir à la Nyx qui va l'intéresser. ouais, c'est ça pour ce qui est de la self-défense. Après, avoir des petites notions d'arts martiaux pour justement se défendre au corps à corps pourra éventuellement un jour venir à l'esprit de Cassandre. Mettons un jour où je dois venir te chercher pour une mission et que tu es en train de t'entraîner, ça pourrait être une occasion où je peux faire la connaissance de Phil. Je pense qu'on a fait le... Alors après, en dessous, comme je disais, le drapeau, moi je connais pas tous les drapeaux Putain, fancy, donc, le le drapeau le connaissez bisexuel, bien, si je c'est m'attends. donc je sais pas ce qu'il veut dire. C'est le drapeau des Mais si ça veut dire bisexuels. qu'elle est bisexuelle, oui, Ça, elle c'est- est bisexuelle. C'est le drapeau du MJ. T'as droit à un bonus de chouchou quand tu prends cet aspect d'Hippolyte. Cassandra, elle va être jalouse. Et en effet, notre Hippolyte et notre Carole, tu es donc bisexuel et visiblement, il y a eu 2 personnes dans ta vie qui ont eu une certaine, on va dire, importance, ou plus une que l'autre, ça dépend de... Non, mais il a eu une importance aussi. Il explique, ça explique aussi peut-être la vision un peu forte, l'opinion un peu forte que Hippolyte peut avoir sur les hommes. Justement, présente-nous les... Donc Connor, le jeune homme qui est là, c'est un des premiers amours d'Hippolyte qu'elle a connu dans ses plus jeunes années et qui était combattant de MMA comme elle l'était. Enfin, ils étaient tous les deux aspirants combattants de MMA. Alors, ils étaient vraiment combattants au sens où ils faisaient du MMA, mais ils étaient dans des cercles non professionnels. Et ça avait été un gars assez sympa, en étant beau gosse à ses yeux, en tout cas, qu'il avait accompagné au début mais un peu paternaliste, mais c'était pas gênant. Mais petit à petit, ce paternalisme devant le fait que lui stagnait, atteignait peut-être un peu son point d'orgue, alors que Hippolyte est en pleine ascension. À un moment donné, ça s'est transformé. Il a commencé à être un peu plus dénigrant dans sa façon d'apprécier ses combats, les résultats de son entraînement, à dire oui, c'est vrai que t'as gagné, mais tu sais, chez les hommes, il y a beaucoup plus d'hommes, c'est beaucoup plus compétitif. Enfin, tu vois, une forme de dévalorisation des résultats de l'une pour essayer peut-être de se sentir mieux dans sa situation à lui. Elle psychologise un peu a posteriori, elle en parle. Bref, toujours est-il que il a longtemps été un poids pour elle. Ça l'a longtemps empêché de s'envoler et d'apprécier pleinement ce qu'elle arrivait à faire dans l'octogone. Au point même qu'à un moment donné, elle avait songé à arrêter. Et c'est en rencontrant la deuxième, qui est Rosamund ou Rosalinde, je ne sais plus, que je t'avais écrit. Je crois que c'est Rosamund. Alors, je suis dessus, c'est Rosaline. Rosalinde. On va appeler Rose. Rose, dite Rose. Tu vois que c'est une voyeuse perverse de Cassandra, elle a des yeux de partout.
Et maintenant, je l'ai mis j'ai mis dans le forum ouvert. Hein, donc, Ah, mais je rigole. Mais bon, oui, elle a vérifié dans sa boule de cristal, dit c'est Rosalind. Qui m'a fait voir qu'il y avait autre chose à l'amour que les muscles et la testostérone et qui, avec douceur, m'a appris à m'aimer moi-même plus, à prendre confiance en moi et qui m'a probablement poussé à rejoindre Phil. L'histoire ne dit pas comment elle connaissait la salle de Phil. Et bref, c'est aussi elle qui, du coup, m'a donné le courage de tenir tête à Connor. Donc, à un moment où il a dépassé les bornes. Je sais pas si je lui ai cassé la gueule, mais bon, clairement, il a compris qu'il avait peut-être plus de masse musculaire, mais je savais mieux m'en servir. Et ça s'est fini sur cette note-là, libératoire pour moi. Et c'est depuis que Hippolyte a développé un peu cette attitude, sinon systématiquement rentre dedans, et au moins à pas hésiter à faire connaître son opinion et à fermer des bouches s'il faut. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, que femme, homme, elle adore les tatouages. Oui, elle aime bien. Elle en est pas forcément dénuée, d'ailleurs. Mais elle en a moins. Et la dernière vignette, c'est une... c'est assez sympa, d'ailleurs, comme résultat. Pour moi, j'aime bien. C'est son appartement. Ça vous échappe. J'ai considéré qu'à un moment donné, puisqu'elle a été combattante professionnelle de MMA, et en plus qu'elle gagnait, elle a eu beaucoup d'argent à un moment donné. Mais elle n'est pas riche. Parce qu'elle a pas la voie de la richesse. Enfin, elle n'est pas riche au sens mécanique du terme. Et je me suis dit que du coup, elle avait probablement claqué tout son pognon dans un super joli appart. Tu es propriétaire ou locataire? Du coup, je suis proprio. Mais voilà, ça m'a bouffé tous mes gains du MMA sont passés là-dedans. Je viens d'avoir une idée, parce que eh bien, ça fait partie des problèmes moins mythologiques que tu peux avoir, c'est que du coup, tu as un crédit sur le dos. Et oui, c'est le contrôle. Comme tu veux. Moi, je pensais que justement, elle avait pas de crédit, mais elle avait plus de pognon. Ah oui, comme tu veux. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose d'un autre ça explique pourquoi finalement elle est pas particulièrement riche alors qu'elle a gagné des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Avec justement, niveau pognon, que tu sois à sec ou à crédit, libre ton choix. Il faut que tu en fasses un peu de pognon et le temps que tu te remettes dans le circuit, peut-être que Phil, à un moment donné, de temps en temps, il va te pousser, tu sais, à faire des sponsors, des pubs pour des produits ou des marques de sport, tu sais, là pour Oli ou Red Bull ou pour une franchise de salle de sport ou de marque de une marque de protéines. Ce genre de conneries, mais complètement marketing, mais pour entrer du pognon. Parce que Phil, il aime bien le pognon et il aime bien le femme. Et le pognon, je refuse pas systématiquement. D'accord. Mais de toute façon, enfin, de manière générale, ne serait-ce que parce que j'ai pas la voie de la richesse, le pognon me brûle les doigts. C'est-à-dire que voilà, je suis capable de faire des trucs un peu durables hein, avec mon pognon. C'est pas forcément. J'achète, je suis pas un quarterback américain, hein, j'achète pas que des diamants à la con, mais voilà, j'ai tendance à gagner de grosses sommes et à en dépenser de toutes aussi grosses. Mais, ouais, tu vois, parce que ça me rappelle aussi le Disney Hercule. À un moment donné, justement, quand il commençait à avoir un peu de succès, Hercule, on voit Philoctète s'amuser à faire des produits dérivés et tout, des petites poupées que quand tu appuies dessus, tu as les biceps qui ressortent et tout. Et je vois bien notre style aussi essayer de faire des... Quand tu sors un champion, il s'imagine déjà tous les produits dérivés qu'il pourra faire avec ton effigie et tout là. Les t-shirts, les conventions, tout là, tu vois. Quand Phil te regarde, il a des étoiles dans les yeux et des dollars aussi. Et peut-être que je suis aussi très généreuse avec mon entraîneur, ceci dit, donc il s'est déjà fait pas mal de pognon. Ok. Ça peut expliquer pourquoi j'ai pas de thunes.
Ouais, il a dû te faire signer une clause de ouais, j'investis dans ton avenir, donc je prends Ouais, non, mais 60 même, de tes gains. non, mais même sans ça, Oui, c'est vrai. Hippolyte, elle est sans être neuneu. Elle, comment dire, elle est pas débile, elle va pas, tu vas pas, elle va pas se mettre dans la, elle va pas se ruiner, mais quand elle a du pognon, elle en profite et elle en donne. Comme C'est quoi, ça, ta légende d'être une bonne reine, pas volée. Et voilà, et donc c'est un truc dont elle est assez fière d'avoir aménagé un joli appart comme ça dans New York. Le quartier est pas forcément complètement gentrifié, donc c'est pas forcément encore un beau quartier, mais ça a démarré. Ce sont d'anciens entrepôts ou d'anciennes usines, je sais pas, et qui sont réhabilités comme ça en style industriel avec des grands lofts du coup. Ce qui me permet d'avoir un coin aussi pour m'entraîner quand je suis chez moi. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose sur un peu votre quotidien, ou est-ce qu'on a fait un peu Alors sur le quotidien d'avant, non. d'aujourd'hui? Mais sur ce qui va devenir un peu le quotidien d'Hippolyte, c'est elle va essayer de se rapprocher un peu plus. J'ai du mal à parler de la communauté des monstres parce que je pense pas qu'il y en ait qu'une et je pense même pas forcément qu'il y ait que des communautés. Il peut y avoir aussi que des individus. Mais voilà, elle va essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est pour eux de vivre parmi les humains. Elle va encourager ceux qui ont des instincts prédateurs à les garder sans être menaçante, je veux dire, sincèrement, quoi. Elle va nous faire un club de MMA, tu sais, spécial mauve pour qu'ils se défoulent entre eux, tu sais. Mais éventuellement, certains d'entre eux, je peux les orienter aussi vers Phil. Hein. Et puis... Et puis, parce que ça correspond aussi à sa libido, peut-être, elle ne dédaigne pas le côté plus printanier des dryades et autres néréides. En effet, pendant la visite au campus de Columbia, lors de votre première enquête, j'ai rencontré une dryade. Et je pense qu'on pourra la revoir. Il faut qu'on puisse un petit peu trouver une identité à cette fameuse dryade. Là aussi, au niveau mythologique, est-ce qu'on a comme dryade qu'on pourrait peut-être réutiliser de la mythologie? Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait de dryades nommées dans la mythologie. Il me semble qu'il y en a des nymphes, ça c'est sûr, il y en a un foison. Et je pense que des nymphes, oui, mais... À voir. Bon, sinon, ça sera peut-être une nymphe, hein, on va savoir. De toute façon, sur le campus, vous aviez croisé une nymphe qui faisait... qui posait nu pour des artistes et la dryade qui dit du shit. Ah oui, non, mais moi, c'est plus... Ouais, c'est ça. Bah, la dryade me faisait rigoler. Et... C'est peut-être la nymphe qui m'a ému. Comme dirait Phil, il y en a une pour toi, une pour lui, quoi. C'est jaloux, oui. Et pour ce qui est de Cassandra, Eurydice est une dryade, apparemment. Eurydice. Ça me dit quelque chose. Pourquoi ça me dit quelque chose? Eurydice, c'est la femme d'Orphée. Ah, c'est peut-être pas ça. Parfait à dire. D'accord, je me renseignerai. Il faudra qu'on regarde ce qu'on peut en faire. Ok. Et du coup, Cassandra, vas-y. Eurydice qui dit le G-Kit. Trop bien. Du coup, Cassandre, pour ce qui est du quotidien avant, bon, on l'avait déjà exploré. Hein, c'est gérer les clients avec mon coloc Charles. Et puis, l'avantage et aussi le côté un peu triste, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'âmes qui cherchent à se faire rassurer par les sciences occultes, ce qui fait que ça reste quand même un marché qui nous permet de payer le loyer à nous deux. Mais du coup, dans les moments de creux,
avec Charles, on s'occupe de tout ce qui est community management, de faire la pub du cabinet. Et puis, Charles tient aussi un blog pour exercer sa plume parce que il a toujours aimé l'exercice d'écrire pendant les études. Et puis, on partage un peu tous les deux cette passion pour le mystère. Donc, généralement, quand j'ai des affaires un peu du même niveau que la disparition du chat, je vais essayer de m'appuyer sur lui pour faire fonctionner ses méninges. Même si, pour l'instant, je tais un peu ce côté surnaturel qui est bien présent chez moi. Et je crois que tu avais prévu aussi de commencer à faire l'entraînement au tir. Oui, effectivement, je m'étais renseigné auprès de l'ANIX juste après notre interrogatoire pour commencer les entraînements, faire les démarches pour obtenir mon permis port d'armes. Probablement pas un calibre, probablement même pas une arme à feu, mais ne serait-ce qu'un taser. Il faut un permis pour pouvoir l'emporter sur la voie publique. Et donc... aussi, je pense que je suis. Autre idée que j'ai, mais à toi de voir si tu fais quelque chose. Hippolyte, dans son côté peut-être un peu moins, civil, et elle, justement, comme je te disais, elle s'intéresse aux monstres, etc. Mais donc elle encourage beaucoup ceux qui cherchent à s'intégrer dans la société humaine. Mais à l'inverse, si elle tombe sur la piste d'un monstre qui s'intègre pas, elle dédaignera pas d'aller régler le problème. Est-ce que tu serais même prête, au cas où si tu tombes sur un monstre un peu borderline, de retourner voir Echidna pour avoir son soutien pour essayer de recadrer un peu le moins? Ou est-ce que tu irais directement à la tabasse? Alors ça dépend. Si c'est borderline et que oui, je peux en parler. Si c'est par exemple un satyre, un satyre ou un centaure qui pourrait pas tenir ses pulsions de violeur. Ça clairement. J'essaierai de. Non, j'essaie de régler le truc. Tant que ce soit possible, mais si c'est pas possible, je ne vais pas le tuer, mais je vais faire comprendre que on peut être deux à jouer au plus fort. Tu vas lui faire une esquive, quoi. C'est. Par contre, tu me cherches, tu me trouves. Par contre, si on tombe sur une comme je me souviens plus le nom du monstre, le premier monstre qu'on a rencontré. La Lamie. Ouais, si je tombe sur une Lamie, s'il y a urgence, je ne vais pas voir Echidna. S'il n'y a pas urgence, éventuellement, je vais voir ce qu'elle peut faire. Mais tu vois, il y a un moment donné où je pense que les monstres, ils sont allés ils sont partis trop loin. Quoi. Écoute, Donc, je suis du borderline, oui. Et si ça fonctionne, plus je lui donnerai sa chance. Ok. Et Echidna pourra lui faire une vie qu'on peut réussir. Et je viens de réfléchir à un dernier truc. Moi. Ouais, vas-y. Sachant que j'essaie de pas être super amical non plus avec Alcyone et Echidna, dans le sens où je sais que même s'ils le font pas, enfin tu vois, je leur rappelle que ils se privent pas et que ça serait bien qu'ils se privent plus. Ouais. Il t'allait rajouter quelque chose. Ouais. Je suis désolé, je t'ai Non, t'inquiète pas, c'est toujours très intéressant de voir aussi comment tu incarnes ton personnage. Moi, c'est surtout parce que, effectivement, on a parlé de Talia, qui était l'un des clients que j'avais eu. Mais j'avais eu une deuxième cliente avant Talia, la même journée, qui, elle, était bien plus classique dans son approche. Elle voulait vraiment est-ce que je vais m'en sortir de ma rupture? Est-ce que je vais retrouver l'amour? Les grands classiques. Mais le problème, c'est que une vision s'est imposée à moi, montrant cette
cette jeune femme sans vie dans une ruelle avec d'autres personnes sur le point de se faire agresser. Et j'étais parvenu à obtenir de l'oracle une vidéosurveillance de cet endroit-là pour justement garder un œil dessus. Et étant donné que j'ai partagé également le contenu de ma vision avec le groupe, je me demande comment Hippolyte, qui justement, comme tu le disais, n'a pas forcément cette vision fataliste du destin, qui va essayer d'agir pour changer le destin, je pense que ça pourrait être une petite scénette intéressante à nous deux, de comment on va gérer cette situation le jour où elle arrivera. Chez cela, le MJ met sans veto, quand vous le gardiez bien au chaud dans vos petites deux joueurs, pour la faire une prochaine fois. Parce que tu viens de dire aura peut-être ou peut-être pas d'importance. Et néanmoins, je vais reprendre un peu la main pour qu'on porte ça. Et 1-2 semaines auront passé. Tant que vous. Est-ce qu'un jour, un lundi matin, ouais. Hippolyte, tu as un portable sonne. Bah, ça dépend. Soit c'est un jour où j'ai fait la fête et je suis au lit. Et tu vois qu'en fait. Et pas très réveillé. Soit c'est au contraire un moment où je suis à l'entraînement et donc là, je suis déjà debout depuis 4h du mat. Et en tout cas, je pense que le nom de la personne de l'appelant entrant va te faire loquer car tu. C'est lui. Monsieur Deguc. Anton Deguc. Et je te rappelle, tu avais noué un peu contact avec lui, et comme tu avais dit, tu avais gardé contact avec lui pour voir ton état un peu psychologique, et il va t'appeler ce matin-là, un peu paniqué, disant « Ah, Madame Rogers, Monsieur Deguc. J'ai besoin de vous. » J'arrive, vous êtes chez vous? Oui, appelez vos amis, ou une de vos amies, j'étais encore cambriolé. Et la suite, la prochaine fois. Bon, évidemment, j'appelle Ulysse et j'appelle Cassandra.